Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre donc du Palais des Expositions à la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors on va aborder une question qui est importante, le suicide des agriculteurs, quelle vie possible après pour la famille? Et je suis en compagnie de Véronique Mag-Lenormand, bonjour. Bonjour. Voilà, il faut que vous preniez le micro, que vous parliez bien près. Juste à vos côtés, donc Jean-Marcel Buat, bonjour. Bonjour. Juste en face de vous, donc Marie Le Galvout, bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, Claude Passelande. Bonjour Jean-Paul. Et pour co-animer cette émission, je serai en compagnie d'Antoine Jandet, donc journaliste pour Wikiagri. Bonjour. Voilà. Alors, je vais démarrer cette question avec vous, peut-être Marie Le Galvout. Votre frère a participé à une émission qui s'appelle L'amour est dans le pré. C'était en 2010. Cette émission, est-ce qu'elle a été positive pour lui ou pas? Sincèrement, non. Lui me disait s'il elle était à refaire, il le referait, mais il en a souffert énormément pendant et après, pas pendant mais après, par rapport aux commentaires qui circulaient sur le net. Et puis nous aussi, hein, moi en tant que sœur, j'ai une autre sœur et un autre frère et on a énormément souffert parce que c'était que des messages qui le dénigraient, qui étaient vraiment négatifs. Et alors que c'était un garçon formidable, l'image a été complètement détruite. Ceux qui connaissaient le vrai Jean-Pierre, effectivement, l'ont reconnu. Et effectivement, ils se sont rendus compte, après explication, que l'émission c'était pas la vraie réalité des choses. Mais en attendant, ça a fait des dégâts. Et lui aussi, il a eu une période après où il n'était pas bien. J'étais très proche de lui, il me racontait effectivement si c'était à refaire, je le referais parce que c'est une expérience, chaque expérience est positive ou du moins il faut retenir que le positif, mais lui il avait vraiment l'intention quand il s'est engagé dans cette émission, c'était vraiment pour rencontrer quelqu'un. Or il n'a pas eu le choix de choisir ses prétendantes quoi, en fait, hein. Donc c'est une émission de télé-réalité, il faut bien comprendre ça comme de cette façon-là. Et puis moi j'étais contre en fait, hein. Je lui avais dit Jean-Pierre, ne la fais pas, attends au moins un moment pour te préparer parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop naïf par rapport à ce milieu-là et il a voulu le faire. Bon, après j'ai respecté son choix, mais ça a été difficile, oui. Ça, c'était en 2010. Voilà. Le 15 décembre de l'an passé, il s'est suicidé. Pourquoi? Le 14 décembre. Le 14 décembre, il s'est suicidé, pourquoi? Je pense qu'il était... il y a plusieurs choses en fait. Il était épuisé physiquement, ça c'est clair, parce que c'est un garçon qui travaillait énormément. Quand il s'est installé, c'était vraiment un passionné par son métier. Comment vous dire, il s'est installé suite au décès de notre maman en 2000, au décès, très peu de temps après le décès de notre père, sur une toute petite structure, 40 hectares en clair, et puis en 93 il s'est associé avec son frère, tout se passait bien, ils ont fait que développer l'exploitation en activité, en production laitière, et puis aussi en céréales, en légumes, notamment haricots, petits pois, maïs brun aussi, épinards, et tout se passait bien. Ils ont fait que développer l'exploitation jusqu'à, comment je veux dire, la libéralisation du marché des quotas laitiers. En 2015. Voilà, tout à fait. Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Pardon? Parlez bien près du micro. D'accord. Voilà. Et donc, le prix du lait, il a chuté. Et donc, il faut savoir que le chiffre d'affaires de leur exploitation était, réalisé par l'activité laitière à hauteur de 80%. Tout le reste, c'était les légumes. Il y avait aussi un petit atelier de volailles, mais de 660 mètres carrés. Donc, ça ne représentait pas énormément, mais c'était toujours un plus parce que le bâtiment était payé. Et donc, lors de la chute du prix du lait, il est passé quand même de presque 400 € la tonne, il faut le savoir, à 250. Et puis il faut savoir qu'ils achetaient pour produire toujours plus, parce que c'était la politique a voulu ça, hein, toujours de plus en plus de grosses structures.
Donc ils ont fait comme beaucoup de garçons de GAEC. Dans leur cas, ils étaient associés. Donc c'était sous forme de structure de GAEC. Ils se sont agrandis pour produire toujours plus de lait. Et puis, pour produire plus, il a fallu réinvestir dans des terres qui sont très très chères sur leur commune. C'est plus de 10 000 € l'hectare, par exemple. Et donc, ils avaient les financements. Et donc, ça se passait bien, tout se passait bien. Mais lors de la chute des prix, vous comprendrez bien qu'en passant de 400 € à 250 € la rémunération de la tonne, on ne peut pas durer éternellement comme ça, tout en sachant qu'il y a des charges, des emprunts à rembourser, etc. etc. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi le travail physique, parce que non seulement les prix n'étaient plus là, mais il fallait quand même réaliser continuellement le travail qui est quand même épuisant, quoi. Il y a certaines époques de l'année, à cette époque par exemple, en début d'année, c'est une saison creuse, où il n'y avait que l'activité lait, donc là ça allait à peu près. Mais dans un mois, il va falloir commencer à s'occuper de toutes les cultures, l'implantation, les traitements, les semis, les traitements, etc., etc. Donc ça en plus, c'était l'été, il travaillait jusqu'à 16 heures par jour, quoi. Donc il y a tout un enchaînement. Je sais qu'il a eu aussi une compagne qui n'a pas arrangé son moral non plus, parce qu'elle lui disait régulièrement, bon écoute, tu passes ton temps au travail, quoi, et moi j'existe pas, donc ta vie c'est le boulot point barre, quoi. Donc c'est un ensemble de choses, quoi, qui ont fait qu'il était vraiment épuisé, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il a été bien conseillé dans ses investissements? Non, il est clair que Jean-Pierre est parti, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant, et moi qui fais des études agricoles, qui ai fait des études d'analyse agricole, parce que c'était ma formation d'analyste financière, je découvre de jour en jour, puisque j'ai une profession à côté, dans la finance, pour ne rien vous cacher, et je découvre des choses qui me mettent hors de moi, quoi. Vraiment dans un état de colère, parce que il y avait des choses à faire, ils n'ont pas été accompagnés comme il le fallait. Alors, clair. allons un peu plus loin. Ça veut dire qu'on pousse les agriculteurs à défiscaliser, le système pousse à cela, et ils se surendettent? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Ils sont surendettés? Bien sûr, bien sûr. Et ce comment dire, je ne trouve pas le mot juste, mais qui me révolte quelque part, c'est qu'on les accompagne pour continuer à agrandir leur surface, à des prix, on s'en fiche. Le dernier prix, le dernier hectare de terre qu'ils ont acheté, je crois qu'il était en 2015 à 11 300, 11 800, presque 12 000 €, quoi. Et il faut acheter. Si ce n'est pas eux qui achètent, de toute façon, ce sera le voisin. Donc là, les banques suivent. Et à côté de ça, ils demandent à leur banquier une augmentation d'une autorisation de découvert, et on dit non, de 10 000 € dans leur cas. Ben non. Faites le dos rond, voilà ce qu'on dit. Le jour où il s'est suicidé, il a inscrit un petit mot. Oui. Lorsque l'espoir est supérieur... J'en ai marre de souffrir lorsque le désespoir est supérieur à l'espoir. Je n'en peux plus. Les vaches m'ont tué. Donc clairement, c'est la production laitière où il ne voyait plus d'issue possible. Non. Et pourtant, Dieu sait s'il a essayé d'avoir des informations. Je l'aidais depuis un mois avant son décès. Il m'a appelé au secours, et on était tellement fusionnels tous les deux qu'il ne me cachait rien. Donc j'ai essayé du mieux que je pouvais à l'accompagner, d'aller chercher là où était l'information. Et là, j'ai trouvé ça, mais d'une complexité, là encore, mais je ne trouve pas ça normal, quoi. Il a fallu que je bataille. J'appelais les services compétents, et j'ai eu énormément de mal à avoir l'information, et ça aussi, ça me met en colère. Aujourd'hui, je suis encore en phase de colère. Heureusement que je suis accompagnée par une cellule deuil, parce qu'il y a de très belles choses, mais là encore, il faut aller les chercher. J'ai eu cette information quand même par des services entourant Non, c'est une psychologue que j'avais, mais à titre personnel, qui m'a envoyée vers ce service-là, mais c'est compliqué, très très compliqué. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de communiquer sur quoi? Je pourrais m'en fiche, effectivement, parce que moi j'ai un métier, j'ai une belle profession, mon mari aussi, mais je n'accepte pas le décès, la façon dont est parti mon frère, parce qu'ils avaient tout pour réussir, ils avaient tout pour être heureux. Dans 2 ans, leur crédit était terminé, ils avaient vraiment tout pour réussir. Par manque, il a manqué juste
du conseil, un accompagnement personnel à côté. Et quand je vois, moi, aujourd'hui, comment je dois batailler pour avoir l'information, je trouve ça horrible, franchement horrible. Il y a de très belles choses qui existent, sauf qu'elles sont méconnues. Vous avez un autre frère qui est resté sur l'exploitation. Comment ça se passe pour lui? C'est encore très récent, hein, puisque le suicide de Jean-Pierre a eu lieu le 14 décembre et je ne vous cache pas que mon frère est très mal aujourd'hui, il ne sait pas où il en est. Si j'étais pas avec lui au quotidien, je ne sais même pas si il sera encore là. C'est fort comme message que je dis là, mais c'est pourtant la vérité. Parce que là encore, en fait, on voit les premiers temps, parce que j'ai été chercher l'information avec ma sœur. Mais je me demande même si on n'avait pas été là, on aurait eu les informations, quoi. Il faut vraiment aller se battre et se battre. Et moi, je me dis, mais c'est rien ce que je fais. Ça fait que 2 mois que je suis là à chercher les informations. Eux, ils se battaient depuis combien d'années? Je me dis, mais et aujourd'hui, avec tout le, puisque il faut pas se voiler la face, c'est 2 suicides, les chiffres réels par jour aujourd'hui au plan national. C'est pas ce que disent les chiffres. Bien sûr que si. Parce que vous dites qu'il y a des accidents, enfin des suicides qui passent sous forme d'accidents. Mais bien sûr, les chiffres sont cachés. Il faut être réaliste. Il y a beaucoup de suicides qui sont déguisés en accidents, voire il y a aussi dans les chiffres, il y a aussi les gens qui malheureusement essaient de se suicider, mais n'y arrivent pas ou sont rattrapés au dernier moment. Ce sont tous des chiffres. Enfin, de toute façon, ce ne sont pas les chiffres réels. Claude Passelande. Oui, il y a certains accidents de voiture, par exemple, qu'on ne s'explique pas. Hein, en pleine ligne droite, une voiture qui va contre un arbre. Et si on approfondissait, on verrait que c'est quelqu'un qui était en difficulté. Je reviens à la question d'Antoine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que votre frère, donc celui qui reprend, qui continue à poursuivre l'activité agricole, est-ce qu'il va poursuivre l'activité laitière et est-ce qu'il est aidé pour cela? Au jour d'aujourd'hui, non. On n'est pas plus tard qu'hier. J'étais avec lui hier après-midi encore et je lui disais, il s'appelle André, mon frère, mais entre nous, je l'appelle Dédé. Et je lui disais, Dédé, qu'est-ce que tu penses au jour d'aujourd'hui que notre histoire va devenir, que ta ferme va devenir? Et il me dit, j'en sais rien, je suis perdu, je ne sais plus. Vous avez écrit une lettre. Ouais. Vous avez écrit une lettre à Stéphane Le Foll. Vous lui avez demandé quoi dans cette lettre? Excusez-moi. Non, mais... c'est l'émotion, là. Mais bien sûr. C'était un appel au secours, un message du cœur. Pardon. Non, mais reprenez-vous, oui, pas de problème. Claude Passelande, c'est vous qui allez nous raconter la terrible histoire qui vous est arrivée. Donc vous êtes agriculteur dans le centre de la France et je vous laisse continuer. Donc oui, avec mon épouse, nous avions 2 garçons. Donc j'étais agriculteur, je me suis installé sur achat de foncier. Et ensuite, mes 2 garçons se sont installés. Donc nous avons travaillé les terres ensemble. Nous avons travaillé sur une surface de 300 hectares. Et donc... voilà 5 ans, j'ai pris ma retraite pour laisser la place à mes enfants. Alors j'ai installé mes enfants sur des exploitations différentes de la mienne. Et même pour le cadet, nous étions en production céréalière. Pour qu'il ait une surface suffisante, je lui avais cédé des terres que j'exploitais, afin qu'il ait une surface viable. Et donc, lorsque j'ai arrêté, chacun de mes garçons a travaillé de son côté. Mon fils aîné est parti sur les techniques nouvelles, donc le sans-labour. Il était donc parmi un groupe, gonflé à bloc sur ces nouvelles techniques. Or, il a eu des échecs en appliquant ces nouvelles techniques. Ça a commencé à lui casser le moral. Ceci dit, aucun de mes 2 enfants n'a été en difficulté financière. Mais donc,
ces échecs ont été difficiles à surmonter parce que, donc, surtout, c'est normal, un enfant donc, veut tuer le père et veut être meilleur que le père, quoi. Et pendant que son frère, lui, continuait d'exploiter, mais donc allait vers plus progressivement donc, vers les techniques nouvelles. Et il y avait la moissonneuse-batteuse était restée en commun, quoi. Et donc, à la récolte, il y avait le constat. Les rendements étaient meilleurs chez l'un que chez l'autre. Et il était suivi psychologiquement, hein. Donc, il est allé en centre assez régulièrement. Et même, donc, sur la fin, il n'espérait plus. Parce que, donc, finalement, il était à tendance bipolaire. Ça n'avait pas été détecté par le milieu médical. Nous, les parents, nous étions rentrés dans une association. Et donc, c'est là qu'on avait découvert donc, la bipolarité. Et puis, en allant sur Internet, donc, on a approfondi nos connaissances, quoi. Et lorsque donc, il a été en centre pour une dernière fois, donc, je lui avais promis qu'il irait dans un autre centre, ce qui s'est fait. Et là, effectivement, ils l'ont trouvé à tendance bipolaire, quoi. Il était soigné depuis 5 ans. Donc, il a fallu changer de traitement. Pour le sevrage, il faut un certain temps. Et lorsque l'on change de traitement, donc, pour que ce nouveau traitement fasse effet, il y a aussi une période. Et donc, il a mis fin à ses jours entre ces périodes de traitement, quoi. Quand il était en centre, il allait bien parce qu'il était entouré, on s'occupait de lui. Et donc, il aurait fallu qu'il reste en centre. Et donc, donc notre aîné a mis fin à ses jours le 21 février 2013. Et donc, son frère a pris la suite. À un moment, donc, nous avons continué l'exploitation dans le nom de ma belle-fille qui était enseignante pour terminer la campagne. Et ensuite, donc, mon fils cadet a repris l'exploitation. Et puis, donc, au moment de refaire les semis, il a eu un coup de blues, là, au mois d'août, quoi. Et donc, mon fils aîné avait 75 hectares en location. A dit, il vaut mieux que je les laisse parce que donc, je ne vais pas pouvoir tenir le choc, quoi. Donc, bon, il a laissé ses 75 hectares et il restait avec 201 hectares. Et donc, moi, à la retraite, je donnais toujours le coup de main. Ça a bien tourné pendant un certain temps. Mais donc, il a été déstabilisé, quoi, par la perte de son frère. Il y avait une certaine fusion entre les deux donc, on n'avait pas mesuré, quoi. Et c'est vrai que donc, partout où nous allions, nos enfants nous suivaient, hein, donc ils ont tout fait ensemble, quoi. Et donc lorsque l'un était parti, ben, donc, il manquait quelque chose à l'autre, quoi. Et donc il a eu des moments de blues, il a été suivi, ça allait mieux, il a arrêté ses médicaments. Et puis donc s'est présentée la saison 2016, donc, qui en début d'année avait un potentiel important. Et puis donc au fur et à mesure que la saison s'écoulait, donc les rendements, on voyait bien que les rendements allaient chuter, quoi. Et donc mon fils cadet a mis fin à ses jours le 2 juillet 2013, veille de moisson. Et parce qu'il avait bien mesuré, lorsque nous faisions un tour de champ, il me disait, il me dit, tu crois que ces blés vont produire 4 tonnes hectares, quoi. Bon, c'était difficile de répondre parce que donc, je voyais bien que le potentiel était largement atteint. Et donc, avec un collègue à la retraite, qui lui aussi avait un fils qui s'est suicidé, donc on a repris en main la moissonneuse-batteuse pour faire la récolte.
Et donc, sur ses comptes provisionnels, sur son ordinateur, on avait trouvé que la moyenne de rendement, il l'avait estimé à 4 tonnes l'hectare. Et or, nous avons moissonné 4 tonnes 280 à l'hectare. Donc, il était bien dans la réalité. Véronique Magle-Normand, vous êtes donc médecin conseil donc, en charge des risques physico-sociaux et notamment du plan prévention suicide. Des exemples de ce type, vous en avez connaissance de beaucoup? Oui, dans le cadre du plan prévention du suicide, les actions de la MSA sont principalement en cas d'alerte ou de signalement de mal-être ou de difficultés, de situations difficiles dans le monde agricole, d'accompagner avec les services sociaux et les services médicaux ou la personne ou la famille. Et donc, on tente d'agir à la fois en prévention primaire, ça peut être des situations difficiles d'ordre financier et économique, et donc ça peut être nos services financiers qui vont étudier la situation, ou ça peut être aussi des difficultés qui ont un lien avec la santé, hein, en cas d'accident ou de maladie, et les personnes ne peuvent plus exploiter comme normalement leur exploitation et donc se retrouvent en difficulté aussi financière. Dans ce cas-là, ça peut être nos services médicaux qui prennent le relais. Et puis nos services sociaux, en cas de signalement ou d'alerte, tentent de prendre contact et d'accompagner les situations, les personnes, à la fois éventuellement d'accompagner ou de les orienter vers des soins professionnels, psychiatres ou psychologues, ou médecins traitants aussi, quelquefois. Voilà. Marie Le Guelvoux. Non, alors moi je voudrais vous demander à quel moment vous intervenez et qui vous demande de venir en aide à ces personnes. Est-ce que c'est les personnes qui viennent vous voir? Parce que moi je vois dans le cadre de mon frère Jean-Pierre, on n'a rien détecté. Son médecin, il m'a appelé, moi, sa sœur. Un mois avant, il ne se sentait pas bien. Moi je lui ai dit d'aller voir son médecin. Mais tout ce que j'ai cherché après sur le net, puisque son médecin il n'a rien détecté. Donc moi je me suis dit, bon allez voilà, je disais à Jean-Pierre, repose-toi, fais des siestes, je sais pas, des micro-siestes, et puis tu verras, ça va repartir. Et on parlait beaucoup, on communiquait beaucoup, parce que même moi, à un moment, je lui ai dit, je pense peut-être que Jean-Pierre, écoute, tu fais peut-être un burn-out, mais il n'y a que ton médecin qui peut le détecter, moi j'y peux rien. Et il est allé, mais hormis, donc il a été voir son médecin, le médecin lui a rien donné, il me dit non, c'est bon. Mais hormis ça, après, effectivement, où il me disait toujours, mais je comprends pas, j'ai des crampes, je dors plus, c'est moi qui ai été obligée d'aller chercher des services dans le Morbihan où on habite. J'ai rien trouvé, rien. Il a fallu que je tombe sur quelqu'un, une super structure dans les Côtes d'Armor. Et bon, depuis, je sais qu'effectivement, il y a eu quelque chose. Mais voilà, moi, ce qui me met en colère aujourd'hui, c'est que je suis obligée d'aller chercher. Si j'étais pas là, moi et ma sœur, je suis pas toute seule, heureusement, mais je vous jure, quoi, c'est la croix et la bannière. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Je pense qu'il y a des choses à faire, de belles choses. Il existe de belles choses, mais elles sont méconnues. C'est aussi ça, aujourd'hui, que je voudrais témoigner sur ça, parce que je dis c'est pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens en grande souffrance aujourd'hui, mais les services d'accompagnement comme le vôtre qui peuvent être très bien, effectivement, mais vous n'allez pas savoir qui n'est pas bien. D'autant plus qu'il y a des formes de pudeur de la part des agriculteurs. Bien sûr, les signalements ou les alertes nous viennent de la personne elle-même. Moi j'ai eu des appels d'exploitants qui m'ont appelé directement parce qu'ils n'étaient pas bien. C'est souvent aussi de plus en plus l'entourage, les conjoints et l'entourage proche. Et on a aussi tout un réseau d'élus qui sont sur les territoires, sur les cantons, qui en général connaissent aussi les exploitants. Et on a mis en place tout un réseau de sentinelles avec ces élus que nous formons sur le repérage des signes de risque suicidaire. Et ce réseau de sentinelles est en train d'augmenter, puisque depuis 2 ans, nous sommes aussi en lien avec les organismes professionnels agricoles, donc tous les professionnels qui vont dans les exploitations et qui peuvent être amenés à rencontrer des exploitants qu'ils sentent en difficulté ou en dépression éventuellement. Et donc, avec l'accord de la personne, ils alertent nos cellules pluridisciplinaires de prévention. Claude Passelande. Oui, il faut faire un effort d'information et de formation auprès des médecins traitants. Pour exemple, notre médecin de famille était un ami. Le beau-père de notre fils aîné était médecin, donc relativement bien entouré. Et là, donc chez les médecins généralistes, il y a une grande lacune. Et donc tous les organismes, la psychiatrie, il faut absolument faire de la formation sur les médecins traitants.
Mais complètement. Je reviendrai sur... C'est très bien ce que vous venez de dire, puisque dans le cadre de Jean-Pierre aussi, moi je suis allée voir son médecin traitant pour avoir une explication. Je dis qu'est-ce qui s'est passé et lui-même était tellement désolé. Il me l'a répété je ne sais combien de fois en me disant mais Marie, mais j'ai rien vu, je suis désolée. Alors chez le médecin traitant, si je peux me permettre, les patients disent ce qu'ils ont envie de dire et quelquefois il y en a qui ont du mal à exprimer leur mal-être. Non, mais madame, effectivement, c'est pas en... Alors quelquefois là, c'est l'entourage qui peut aider mais là, je peux vous certifier que meilleur non. Mon repérage. frère lui a bien expliqué ce dont il souffrait. Il lui a bien expliqué je ne dors plus, j'ai le cœur qui me serre, les pressions, et il me l'a dit. Et je sais que c'était quelqu'un qui parlait énormément. Et d'ailleurs, on m'avait toujours dit jusque-là, faites attention aux gens qui ne s'expriment pas. Ça peut être très dangereux. Mais les gens qui parlent, en général, il y a toujours un exutoire. Et Jean-Pierre était de ceux-là. Il allait vers les gens quand il avait un problème. Et voilà, ça lui est quand même arrivé. Donc... Oui, au niveau des témoignages que je peux recevoir en tant que journaliste, ce sont les agriculteurs en détresse ou les familles d'agriculteurs en détresse. J'ai l'impression que les interventions d'accompagnement en fait, dépendent énormément des individus, beaucoup plus qu'une structure. Qu'il y a des individus qui sont formidables, qui font des choses formidables pour accompagner, et qu'en revanche, ce n'est pas forcément structuré. C'est une impression. Et qu'il y a une variabilité selon les départements. Alors aujourd'hui, en tout cas en MSA, sur nos 35 MSA, on a des cellules pluridisciplinaires de prévention qui existent dans toutes les MSA, avec travailleurs sociaux, médecins du travail et médecins conseils. Et elles existent déjà depuis 2012-2013, donc aujourd'hui c'est quand même plus organisé et ils ont même créé des réseaux de psychologues dans les territoires pour pouvoir, si besoin, orienter avec l'avis du médecin traitant les personnes, si besoin, vers des consultations de psychologues qui peuvent être pris en charge par des aides extralégales de la médecin. Bon. Alors après, effectivement, que d'un département à l'autre, tout ne soit pas organisé de la même façon, ça c'est un peu inévitable. Madame Le Gallvoet, donc tout à l'heure vous disiez vous aviez écrit à Stéphane Le Foll. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Et est-ce qu'il vous a répondu? J'ai écrit en fait sur... ça m'est venu comme ça, un vendredi, parce que j'étais encore à la recherche d'informations auprès d'établissements publics. Et je voulais savoir ce qui existait au niveau des aides. Non, je voulais savoir, mes frères avaient droit à un certain nombre d'aides que j'avais vues sur le site du ministère de l'Agriculture. J'ai découvert qu'il y avait de belles choses et là encore, je me dis, tiens, pourquoi mes frères n'ont pas eu ça? Parce qu'il me semblait avoir entendu, et aussi en regard de leurs documents que j'ai retrouvés, j'ai dit, tiens, c'est étonnant, pourquoi ce dossier-là n'a pas été accompagné, enfin, n'a pas eu de suivi ou d'accompagnement d'ailleurs, puisqu'ils y avaient droit. Et en appelant les services compétents, on me dit, bah écoutez, j'en sais rien, on va vous rappeler, je vais étudier, voilà, blablabla, excusez-moi. Hein. Et pas de réponse. Et puis donc c'est un petit peu sur un coup de colère. Je me dis, bon, c'est pas grave, Jean-Pierre était médiatisé, je vais appeler directement le ministère. Et j'ai appelé le ministère, on m'a dit d'envoyer un mail. Et j'ai écrit une lettre comme ça, voilà, elle est sortie comme ça, je ne l'ai pas corrigée. J'ai dit, je racontais un peu notre histoire de famille, l'histoire du développement, de comment se sont installés les garçons, depuis quand. Et puis après le drame qui est arrivé, je demandais à Stéphane Le Foll de m'aider. Franchement, de m'aider pour savoir comment mon frère, aujourd'hui seul sur la structure de 115 hectares. Oui, cette lettre, c'était un appel à l'aide pour votre frère. Tout à fait, oui. Claude Passeland. Donc, nous avons été en contact avec un gendarme qui s'occupe des suicides. Parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'en agriculture qu'il y a des suicides, malheureusement. C'est en agriculture qui sont les plus nombreux. Et donc, il nous a suggéré d'écrire à M. Le Foll, le ministre. Et donc, personnellement, je lui ai dit, je n'ai pas tellement confiance dans le ministre, mais les décisions se prennent dans les ministères. Et notamment, mon fils cadet donc, me parlait souvent des nouvelles réglementations, des matières actives qui passaient à la trappe, une législation de plus en plus rigoureuse. Et ça je sentais que il ne le vivait pas bien. Et donc, ce sont dans les ministères que souvent sortent les textes de loi, donc les fonctionnaires des ministères. Et nous avons écrit au ministre de l'Agriculture, M. Le Foll,
aux fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Nous avons écrit au préfet du département en expliquant la situation telle qu'elle était, avec l'évolution des règlements, sans accuser personne. Donc mon épouse a dit mais ça relève du ministère de la Santé. Donc une lettre à Marisol Touraine, ministre de la Santé, et lettre au aux fonctionnaires du ministère de la Santé. En discutant avec un représentant agricole de mon département, mais il dit il y a le ministère de l'Environnement. Tous les jours nous avons des circulaires qui nous arrivent, donc sur une rédification de la législation. Donc lettre à Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, et aux fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Réponse? Et combien de réponses? Alors, elles ont été envoyées récemment, donc nous attendons une réponse. Je tiens à souligner que le 27 janvier dernier, Xavier Belin est venu nous rendre visite et a passé 2h30 avec nous pour parler des suicides en agriculture parce que ça lui tenait à cœur. Marie Le Gellvoet, là maintenant on voit l'après, c'est-à-dire comment la famille peut vivre au-delà donc de la perte d'un proche. Votre frère, il a des difficultés aujourd'hui pour continuer à exploiter parce qu'il est traumatisé, mais aussi parce que la banque vient de lui couper donc sa ligne de crédit. Oui, exactement. C'est vrai que moi je suis très inquiète parce que très proche aussi de mon frère aîné, bien évidemment. On vient de lui annoncer récemment qu'il avait le droit à une ouverture de crédit de 28 000 € et donc on a reçu un recommandé la semaine dernière en lui annonçant que 20 000 € allaient lui être supprimés sous 30 ou 60 jours, je ne sais plus exactement. Mais pourquoi? On m'a donné l'explication suivante. L'ouverture de crédit était attachée à la production laitière. Donc, il n'y aura plus de production laitière puisqu'André ne peut plus. Bien évidemment, ils étaient deux associés. Jean-Pierre s'occupait de l'atelier lait. D'une partie de l'atelier lait. Et André avait d'autres fonctions au niveau du GAEC, bien évidemment. L'atelier lait donc disparaissant au 30 mars. Donc, l'ouverture de crédit n'a plus lieu. Et comme il devait en gros à peu près entre 30 000 je crois aujourd'hui de dettes fournisseurs qui restent à régler, on se pose la question aujourd'hui comment on va faire. Ouais, et moi j'ai demandé est-ce qu'on ne pourrait pas humainement essayer de la proroger un petit peu le temps que voilà on règle. Il faut 6 mois minimum pour régler la succession. Dans une exploitation de cette structure-là, une grosse structure comme ça, et ce sera même 1 an. J'ai vu la notaire avant-hier et elle me disait, bon, dans votre cas, ce sera certainement 1 année. On ira à l'essentiel dans les 6 mois, parce qu'il faut savoir qu'on se retrouve, même moi, en tant que sœur d'André, de Jean-Pierre, mon défunt frère, on m'a annoncé en gros plus de 100 000 € à décasser de droits. Il y a de quoi se poser des questions, quoi. Et donc c'est à ce niveau-là que je voudrais qu'on m'accompagne, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai rien. Voilà. Ça veut dire, Claude Passelonde, mais effectivement, c'est vous qui avez moissonné, vous nous avez contactés, vous êtes retrouvés à reprendre la moissonneuse batteuse pour moissonner, puisque vos 2 enfants s'est suicidés. Au mois de juillet, vous aviez envie de tout arrêter, de tout bazarder, et ça peut se comprendre. Aujourd'hui, vous avez envie d'installer un jeune, pourquoi? Absolument. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, donc j'ai repris les rênes, le travail était là. Il y a eu une solidarité agricole, notamment au niveau de la coopérative. Mais je leur ai dit, vous avez tous du travail à faire, vous avez tous votre récolte à sortir. Le matériel est là, je sais le faire fonctionner. Et donc, je vais récolter cette moisson. Ensuite, donc, j'ai refait les semis. On a eu des difficultés, là. Il y avait la sécheresse qui s'était installée. Et là, je dis, de toute façon, il faut vendre toute l'affaire, quoi. Et puis ensuite, j'ai réussi les semis. Là, je me suis posé, j'ai réfléchi. Et donc, mes 2 garçons étaient mariés, père chacun de 2 petites filles. Nous avons 4 petites filles. Alors là, la chose importante, lors du décès de notre fils aîné, nous étions effondrés. Mais au bout du 3e jour, un matin, je me suis levé et j'ai dit, là, il faut que l'on reprenne la vie comme d'habitude, parce que je dis, sinon, on va sombrer. Et donc, et surtout, on ne cherche pas de coupable.
surtout chez nous, ce n'était pas pour raison financière. Fort heureusement, les successions se règlent plus facilement. Mais vous savez, mon fils aîné, ça a demandé plus de 2 ans et demi avant que la succession soit terminée. C'est toujours très long. Et puis finalement, pour le deuxième, ben, c'est le travail. Hein. On est rentré dans ça a été un exutoire, quelque part. Et donc, pour nos petites filles, donc, eh bien, on a envie de pérenniser. Et donc, on va installer un jeune avec un bail à long terme. Alors justement, jeune, nous en avons un sur le plateau. Jean-Marcel Buat, bonjour. Vous êtes bonjour. Jeune agriculteur donc à Vaux-sur-Blaise, pas très loin de Saint-Dizier. Vous avez fait une vidéo sur le thème du suicide. Moi, je l'ai vue sur Facebook et je l'ai trouvée très bien. Et je trouvais intéressant de vous avoir ici en plateau. Pourquoi vous l'avez faite, cette vidéo? Juste avant que vous répondiez, on va en regarder quelques images. Tiens, et si en réalité, tout était de ma faute? Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour régulariser votre situation. On a des sérieux problèmes et il va falloir trouver des solutions. De ma faute pour avoir cru pouvoir vivre de ce travail. De ma faute pour avoir cru pouvoir nourrir ma famille avec ce métier. De ma faute pour avoir cru en un rêve. Vous avez essayé de montrer ce que vous perceviez de cet isolement des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs sur la ferme. Oui, c'est ça. Alors, il y a, en premier temps, la vidéo elle a été réalisée donc, avec mes collègues qui sont autour du plateau pour rendre hommage aux familles des disparus, des gens qu'on oublie, et puis que dans ces moments de fête, hein, parce qu'il faut rappeler que la vidéo a été diffusée au moment des fêtes de Noël, hein, des moments de partage et tout, et de famille, et donc pour les proches disparus, ça nous a semblé important. Deuxièmement, ça a été aussi un coup de gueule de notre part. Donc nous, on est JA, on est jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on fait un constat clair. On est en 2017. L'agriculture, elle est sinistrée. Il y a un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois. Hein? Donc pour moi, c'est inadmissible, c'est inconcevable. On est à la base, on est ici pour nourrir la population. C'est pas normal qu'on en arrive à des situations pareilles. Hein. Je comprends d'ailleurs les familles dont les gens ont perdu la vie. Donc nous voilà, il y a eu un message d'hommage, un message de réflexion derrière. Et derrière ça, je me dis que ça peut aller très vite. Les fermes aujourd'hui, elles se sont modernisées. Bon, c'est vrai, on a passé l'épisode d'après-guerre, on a augmenté les surfaces, on a optimisé, on a augmenté la productivité, la compétitivité. Sauf que ce gain de productivité, moi je veux le rappeler et je veux le dire aujourd'hui, on est en 2017, il n'est pas tombé dans la poche des agriculteurs, il est tombé dans la poche des intermédiaires, des distributeurs et des consommateurs, des gens, hein, comme des monarques, comme M. Michel-Édouard Leclerc, ou des empereurs du lait, comme M. Emmanuel Beignet, qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps sur les marchés. Et s'il suffisait que de leur bureau là-haut, hein, que de leur empire, ils balancent quelques centimes aux producteurs à la base pour que les gens ils puissent vivre, je pense qu'on n'arriverait pas à des émissions comme aujourd'hui. C'est tout. Voilà, moi aujourd'hui, je suis fier d'être ici, mais je suis attristé parce que voilà, on a été poussé à faire une émission sur ce thème. J'en suis désolé pour les gens qui sont autour, qui ont eu des proches qui se sont... Voilà. Moi, pour moi, j'espère qu'il y aura une solution vite et rapide pour qu'aujourd'hui l'agriculture et que les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain vivent de leur métier. Qu'ils ne produisent pas à perte, hein, parce que l'élevage tout confondu, hein, des poules, des cochons ou du lait, les gens ne vivent pas de leur métier. Le prix de revient de la brique de lait étant supérieur au prix de vente. Voilà. C'est pas normal. Marie-Le Guelwood, juste pour finir, c'est vrai que ce que vous avez essayé de faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, une exploitation qui était a priori dans une santé financière qui n'était pas mauvaise au départ, il a suffi qu'il y ait juste une petite baisse pour qu'elle se retrouve dans une situation compliquée qui engendre justement le suicide de votre frère.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de charge, certes de prix du lait, mais aussi de charge? Bien sûr. Jean-Pierre me disait souvent comment, non seulement, c'est vrai qu'on a oublié cette chose, cet élément très important, le prix du lait avait chuté dans l'exemple. Je suis désolée pour les céréales, je ne connais pas, c'est un autre domaine, mais quoique vous, c'était autre chose encore. Mais dans le cas de Jean-Pierre et André, toutes les matières premières ne cessent d'augmenter. Donc le différentiel continuait vous comprenez bien, à s'écraser. Donc c'est impossible aujourd'hui, je dis bien pour quelqu'un qui n'a pas amorti ou remboursé ses prêts. Tous les gens, effectivement, qui n'avaient plus de remboursement, effectivement, bon, c'était lycée, c'était plus facile pour eux de passer ce cap-là. Mais tous les agriculteurs qui ont des charges, et il faut bien à un moment ou à un autre se développer aussi. La politique a été conçue pour que de toute façon, il n'ait pas le choix. Et les conseillers, tous les conseillers, ils avaient autour d'eux, c'était bon, il faut faire ci, il faut faire ça, continuer à investir, défiscaliser. Vous payez trop d'impôts, donc vous payez moins de MSA. Allez, investissez, faites ci, faites ça. Et donc, il n'y avait plus de solution, quoi. Ou alors, il aurait fallu, là encore, anticiper. Je pense que c'était peut-être possible d'anticiper cette libéralisation du marché du lait, entre autres, un domaine que je connais un petit peu plus. Il fallait peut-être les préparer. Parce que dans d'autres domaines, on a vu, ça se prépare, ça s'anticipe avec des services qui sont compétents, certes, mais méconnus, quoi. C'est toujours le problème. C'est ça un peu que je vous refais pas forcément à vous, madame, hein, mais plein de services comme ça. Un mot de conclusion encore. Oui, Jean-Paul, vous avez mis le doigt sur les charges. Moi, je me souviens, en tant que céréalier, en 2002, le prix de la tonne de blé était à 90 € tonne. Cette année-là, j'ai fait ma meilleure récolte, plus de 9 tonnes hectares. Pour moi, c'était une mauvaise année avec un tel prix. On s'en est sorti parce que la récolte était bonne. 2016, mauvaise année, le prix à la récolte était encore à 140 €. Hein, sachant que 2002, il a baissé jusqu'à 90 € tonne. Donc, il y a un problème de charge. Et il y a un problème de charge franco-française. Parce que donc, nous avons l'Union européenne et il faut savoir quand même que dans tous les pays de l'Union européenne, nous n'avons pas les mêmes charges. Et en France, on est notamment bien noté là-dessus, hein, d'où l'importance aussi des courriers que l'on a envoyés, parce que ça, sur les charges, sur les charges, donc, on peut agir directement. Il y a aussi, tout à fait, notamment en production laitière, les mises aux normes. Bien sûr, les mises aux normes qui ont représenté encore des charges supplémentaires et ça, c'est que les autres pays européens n'ont pas. Donc le lait de qualité française est nettement supérieur, enfin la qualité du lait français est nettement supérieure à celle du prix européen, voire mondial, et le coût elle-même. Donc ça aussi, c'est quelque part injuste. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'être venus ici pour débattre de cette question. On peut retrouver aussi justement un article sur votre demande, donc les lettres Stéphane Foll sur Wikiegree. Allez-y. C'est juste un petit message, parce qu'on a, avec ma sœur, on avait créé la cagnotte. On a eu à peu près 20 000 €, un peu plus de 20 000 €. Et je voudrais vraiment laisser un message aussi à tous les donateurs. Les remercier, je ne sais pas comment les remercier aujourd'hui, parce que ça va nous aider. Il y a encore d'autres choses à venir. Et si je pourrais lancer encore un appel, profiter que je suis ici pour dire à tout le monde, ouvrez vos cœurs, quoi. Pensez à André, pensez à lui pour qu'il ça puisse l'aider aussi à continuer son activité. Et merci, 100 000 merci à tous ceux qui ont donné. J'ai reçu à peu près 600 lettres, de lettres d'enfants, de dessins d'enfants, de photos, de cartes postales m'encourageant. C'est grâce à ça aussi que je suis là aujourd'hui. Et continuez à donner sur l'association Jean-Pierre Le Guelvoet, Carlego. En tout cas, merci à vous, parce que vous nous avez transmis quand même un message d'espoir dans ce contexte. Merci à vous d'être venus ici au Salon de l'Agriculture parler de cette question difficile. Merci à vous. Merci. Merci.